Bonjour. On pourrait commencer par Il était une fois, il y a bien, bien longtemps, etc. Il s'agit de la géométrie. C'est quelque chose qui a commencé il y a effectivement très très longtemps, mais qui a commencé à être clarifié, disons, par les Grecs de l'Antiquité. En particulier, le père de la géométrie, c'est quand même Euclide, donc, qui raconte son histoire là-dedans. Donc c'est ici où ça pourrait commencer par Il était une fois. C'est le premier livre de mathématiques, disons, premier vrai livre de mathématiques. Il y a beaucoup de choses dedans qu'on ne fait plus tellement maintenant, avec beaucoup de définitions, beaucoup de précisions, des principes, des postulats, des propriétés, des exercices corrigés, enfin tout ce qu'il faut. Et donc c'est un livre qui a été utilisé comme manuel scolaire jusque vers le 19e siècle à peu près, avant qu'on commence à jouer avec les éditeurs, à essayer de faire systématiquement des livres nouveaux. Mais disons que c'est quand même avec ça que les mathématiciens ont été formés, pas seulement eux, mais disons qu'en particulier les mathématiciens ont été formés avec ce livre-là, quoi. Alors, la géométrie se fait sur une feuille de papier, avec une règle, un crayon. On va le faire plutôt ici, avec une feuille de papier, une règle, un marqueur. Et le genre de choses qu'on est amené à faire assez rapidement, disons, c'est de placer deux points A et B séparés par une certaine longueur. Ici, on a un point A, un point B, et puisqu'à l'époque des Grecs, on appelait quand même la droite, que maintenant on appelle le segment. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir d'un segment comme ça? Par exemple, on peut se poser la question de trouver le symétrique du point A par rapport à celui-là. Et donc, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir faire en géométrie pour être capable de placer ce symétrique? La première idée, c'est que déjà le symétrique va être sur la droite AB, mais cette fois-ci la droite prolongée, hein, le segment prolongé. Donc on va avoir besoin de tracer la droite, peut-être pas du côté du point A, plutôt du côté du point B, et puis de placer la même longueur ici. Avec la règle graduée, c'est pas un instrument très précis. Donc en général, on utilise plutôt un compas ici pour mesurer l'écartement entre A et B, et pour reporter cette longueur-là en utilisant un arc de cercle. Alors, je vais peut-être le marquer un peu mieux que ça, ici. Un arc de cercle qui me permet de placer le symétrique du point A. Donc je vais avoir ici le point A' symétrique. Alors, maintenant, quelles sont les opérations que j'ai effectuées, enfin ce que je sais faire et que j'ai utilisé pour faire ça? Déjà, j'ai été capable de tracer le segment AB. J'ai été capable de prolonger la droite que j'avais déjà commencé à tracer, de prolonger le dessin de la droite en tout cas, la droite avec l'appellation d'Euclide, mais à l'heure actuelle c'est prolonger le segment, et puis tracer un arc de cercle, donc sans doute aussi un cercle centré à un endroit précis avec un rayon précis. Dernière chose, ici j'ai réussi à tracer l'intersection entre la droite et le cercle. Je suis capable de marquer l'intersection entre la droite et le cercle. Alors si on regarde ce que raconte Euclide, il a ce qu'il appelle des demandes ici, dans cette version. La version originale est en grec, évidemment. Il a des demandes, on appelle ça des axiomes, on appelle ça des postulats. La première demande, c'est conduire une droite d'un point quelconque à un point quelconque. C'est ce qu'on a fait. Deuxième demande, prolonger indéfiniment, selon sa direction, une droite finie. C'est ce qu'on a fait aussi. Troisième demande, d'un point quelconque, et avec un intervalle quelconque, décrire une circonférence de cercle. C'est aussi ce qu'on a fait. Le quatrième, tous les angles droits sont égaux entre eux. On ne l'a pas encore utilisé, mais c'est quelque chose qui est relativement raisonnable, disons. Tout ça, ce sont des demandes précises et courtes. Et puis on arrive à la cinquième, et là, ça devient une catastrophe, puisque l'énoncé, c'est « Si une droite tombant sur deux droites fait les angles intérieurs du même côté plus petits que deux droits, ces droites, prolongées à l'infini, se rencontreront du côté où les angles sont plus petits que deux droits. » C'est-à-dire que là, ça devient carrément un roman. Quand on y réfléchit, si on ne le connaît pas à l'avance, c'est quelque chose auquel on ne comprend absolument rien, quoi. Donc il y a un niveau de difficulté dans cette demande par rapport aux autres qui est assez spécial. Et alors, comme tous les mathématiciens, pas seulement eux, hein, tous les gens qui apprenaient les mathématiques, en particulier tous ceux qui sont devenus des brillants mathématiciens, sont tombés là-dessus, ils ont appris les mathématiques dans Euclide, ils regardent les premières propositions. Les premières propositions, il ne se passe rien. On n'a pas besoin de la cinquième demande, on ne s'en sert absolument pas. Et puis il y a un moment où on y arrive, enfin on a besoin de la cinquième demande,
c'est pour la proposition 47. Et la proposition 47, c'est ce qu'on appelle le théorème de Pythagore. Donc c'est la première fois qu'il va s'en servir. Pendant tout le reste du temps, il utilise les demandes 1, 2, 3, 4. Et quand enfin on va se servir de la cinquième, c'est pour le théorème de Pythagore. Paul Éluard disait « La Terre est bleue comme une orange ». Il n'y a qu'à faire. Hein. En fait, c'est à partir d'un mot d'enfant. La Terre est bleue comme une orange, ça veut dire la Terre est bleue, on la voit bleue, et puis elle est comme une orange. Bon, donc ça donne un raccourci qui est la Terre est bleue comme une orange. Mais c'est vrai que la Terre est a priori de cette forme-là plutôt que de la forme de la feuille de papier. Donc, ce qu'on fait en général avec une orange, c'est de l'éplucher. Comme quand on est sur la Terre, on sait aller tout droit sur la Terre. Aller tout droit sur la Terre, ça veut dire aller ni trop à gauche, ni trop à droite. Donc, on va tout droit. On sait bien qu'on va quand même tourner, que c'est pas bien droit. Enfin, on sait quand même ce que ça veut dire, quoi. Et pour éplucher une orange, on pourrait faire la même chose, c'est-à-dire faire un certain nombre de chemins comme ça, tout droit, ici. Un autre, donc ça, ce serait sensiblement l'équateur. Un autre ici qui serait sensiblement un méridien. Un autre qu'on pourrait prendre à 90 degrés ici. Et finalement, on partagerait l'orange en un certain nombre de secteurs, disons. Et les secteurs en question, je pourrais en mettre 4 en haut et 4 en bas. Alors, ça, évidemment, la géométrie avec un truc qui coule, c'est pas complètement simple, mais voilà. Si on regarde, ici, j'ai un bout d'un chemin qui a été droit, un bout d'un chemin qui a été droit, un bout d'un chemin qui a été droit, quoi. C'est assez curieux parce que on voit bien que c'est assez tordu, quoi. Mais si on regarde le triangle qu'on a obtenu ici, on a un triangle qui a des bords qui sont des morceaux de cercle, hein, des morceaux de ce qu'on appelle des grands cercles à la surface de la Terre. Et c'est assez clair que entre un bord et l'autre, on a 90 degrés. Entre un bord et l'autre, on a 90 degrés. Entre un bord et l'autre, on a 90 degrés. Bon, ça se voit plus ou moins bien sur la peau de l'orange. Mais disons que ce grand triangle ici, qui est énorme, hein, puisque si on fait l'équivalent sur la Terre, ici on est au pôle Nord, ici on est arrivé à l'équateur, ici on a le méridien, par exemple, 90 degrés Est, et avec ici le méridien de Greenwich. Et finalement, on a un triangle dont les bords font ici 10 000 km, ici 10 000 km et ici 10 000 km. Donc c'est un triangle qui a trois côtés de 10 000 km de long et qui a 3 angles droits. C'est bien un triangle équilatéral, il a bien 3 angles égaux, mais les angles en question ne font pas 60, ils font 90 degrés. C'est la Terre sur laquelle on vit qui est comme ça. Donc les éléments d'Euclide, les propriétés d'Euclide, elles concernent une Terre plate et notre Terre à nous, elle est ronde. Donc il faudrait regarder un petit peu ce qui se passe, mais en particulier, quand on regarde le théorème de Pythagore, le théorème de Pythagore, ici j'ai un triangle qui a un angle droit à cet endroit-là. À cet endroit-là, j'ai un angle droit, donc en face j'ai une hypoténuse. Et théoriquement, si le théorème de Pythagore marchait, je devrais avoir 10 000 au carré, la longueur au carré de l'hypoténuse, la longueur de l'hypoténuse au carré. 10 000 au carré égale 10 000 au carré plus 10 000 au carré. Ça, c'est pas vrai. Hein. Et c'est la même situation en chacun des angles. Celui-là, c'est un angle droit, donc ici j'ai une hypoténuse. Celui-là, c'est un angle droit, donc ici j'ai une hypoténuse. C'est quand même une situation un petit peu curieuse, disons. Mais c'est clair que le théorème de Pythagore ne marche pas là-dessus. Donc peut-être que sur la géométrie de la feuille de papier, par rapport à la géométrie de la Terre, grâce à la 5e demande d'Euclide, on réussit à démontrer le théorème de Pythagore. Pour l'essentiel, ce que dit la 5e demande, c'est ça. On se donne une droite ici. On va faire les choses à main levée parce que c'est juste pour les idées. Donc je me donne une droite ici, on va l'appeler D comme droite. Je me donne un point en dehors de la droite, donc on va l'appeler M comme point, comme d'habitude. Et ce que dit Euclide, c'est qu'il passe une seule droite qui soit parallèle à la droite qu'on s'est donnée par le point M, il n'en passe qu'une seule qui est parallèle à la droite D. Donc il la rencontre ni d'un côté ni de l'autre. Ça paraît relativement raisonnable quand on fait les choses à l'école depuis un certain temps, quoi, disons. Et donc c'est quelque chose qui s'applique dans un triangle. Une application relativement standard, c'est pour un triangle, mettons que mon triangle soit comme ça. Ici j'ai un angle, ici j'en ai un deuxième, ici j'en ai un troisième. Si j'appelle ce côté-là la base, je peux décider que ça c'est une droite donnée, une droite D donnée, que le sommet qui est en face ici, c'est un point M situé en dehors de la droite,
et que je peux tracer une et une seule parallèle ici à la droite que je m'étais donnée. Donc j'applique la demande en question. Et maintenant, ici et là, j'ai deux angles qui sont alternes-internes, l'un par rapport à l'autre. Donc je retrouve cet angle ici. De même, de ce côté-là, je vais avoir des angles alternes-internes. Et donc, si on regarde de la droite jusqu'à la droite, je réussis à passer par un angle, puis le deuxième, puis le troisième. Donc les 180 degrés que j'ai ici, c'est la somme des trois angles du triangle. Ça, c'est une propriété qu'on va pouvoir mettre en œuvre au niveau de la démonstration du théorème de Pythagore et qui est fausse sur la géométrie de la Terre. Alors, on va peut-être pas continuer très longtemps avec l'orange, on va prendre un modèle qui est peut-être plus pratique, qui est celui-là. Et sur celui-là, une façon de dessiner les droites, c'est d'utiliser une règle. Alors, l'inconvénient de cette règle, si on le faisait vraiment à la taille de la Terre, l'inconvénient de cette règle, c'est qu'elle ferait quand même 40 000 km de long, donc ce ne serait pas très pratique à manipuler, il faut bien dire. Mais disons que sur un modèle comme ça, qui fait grosso modo 20 cm de diamètre, c'est quand même assez raisonnable. Et donc, si je suis le bord de ma règle ici, je vais tracer des segments. Et la situation qu'on avait ici avec l'orange, c'est qu'a priori, en traçant des segments à 90 degrés comme ça, eh ben, je me retrouve avec un triangle qui a trois angles droits, donc qui fait 270 degrés pour la somme des angles de ce triangle, ce qui est quand même beaucoup. Si je regarde pour un triangle quelconque, on pourrait carrément tracer, ce qui est assez surprenant par rapport à la longueur de la droite sur la feuille de papier, c'est qu'ici, on peut faire carrément le tour, ici, complet, et tracer la droite complète, alors que sur la feuille de papier, on nous a bien expliqué que c'était infini. Ici, par rapport à une feuille de papier, c'est pas loin d'être infini, c'est très très grand, 40 000 km de tour pour la Terre. Il faut quand même un certain nombre de feuilles de papier pour réussir à dessiner un truc comme ça. Hein. Mais disons qu'a priori, je peux dessiner comme ça la droite complète. Je peux faire la même chose ici. Donc, on va le faire. Hop. Je suis le bord. Je m'appuie sur la règle. Ça me fait déjà deux côtés pour mon triangle. Et je peux en faire un troisième. Voilà, là, je suis en train de dessiner un triangle, n'importe lequel. Pas forcément un triangle qui fait un huitième de la taille de la Terre. Et donc ici, on voit bien que le triangle que j'ai obtenu ici, que je pourrais appeler le triangle ABC, ce triangle-là, eh ben, il est l'intersection d'un premier fuseau ici, un deuxième et un troisième. Okay. Alors maintenant, quelle est la surface de ce fuseau ici? La surface complète du fuseau ici, ben, ça dépend de l'écartement de l'angle, puisque je suis entre un point ici et un point là, qui sont opposés l'un de l'autre. Donc ça dépend de l'angle que j'ai ici. Si j'avais un angle de 180 degrés, eh ben, j'aurais d'un côté toute la surface et de l'autre côté toute la surface de la Terre. Donc avec simplement 180 degrés d'ouverture, je réussirais à récupérer toute la surface de la Terre. Donc ici, j'ai une proportion de cette surface de la Terre qui est la proportion due à l'angle que j'ai en ce point-là. Mettons que ce point-là s'appelle le point A et que cet angle-là s'appelle l'angle alpha. Donc on pourrait dire comme ça. Si je regarde, alpha sur 180 degrés, c'est la proportion de la surface de ma tranche ici, disons. De mes deux tranches d'orange, il y en a une d'un côté, une de l'autre. Je peux faire la même chose au point B, la même chose au point C, et je vais me retrouver à chaque fois avec quelque chose qui est proportionnel à l'angle, avec cette fraction de 180 degrés qui va intervenir. Finalement, quand on regarde la surface ici, plus la surface de ce secteur-là, les deux tranches d'orange qui sont opposées l'une à l'autre. Maintenant, si je regarde par rapport à ce point-là, le point B, ici, eh ben, j'ai la même chose, j'ai la même situation, mais dans un autre ordre. La même situation ici, une tranche d'orange, une tranche d'orange. Et pour le point C, ce sera pareil. Si j'oriente les choses encore différemment, j'aurai une tranche d'orange et une tranche d'orange de l'autre côté. Donc, si on regarde bien, j'ai à chaque fois des fractions de la surface de la sphère. Alors, on peut peut-être reprendre ça sur la feuille de papier, mais disons que l'angle que j'ai ici,
j'ai une espèce de triangle donc, arrondi comme ça, avec le point A, le point B, le point C. Et je dis ici j'ai un angle alpha, ici j'ai un angle bêta, ici j'ai un angle gamma, par exemple. Ces trois angles, la surface, disons, du secteur correspondant à cet angle-là, on avait dit, c'est alpha sur 180 fois la surface de la Terre. Hein. Donc on va mettre T pour la surface de la Terre, par exemple. Maintenant, si je prends pour l'angle B, je vais avoir la même chose. J'ai une espèce de fuseau qui est fait avec deux tranches d'orange. Et je récupère de la même façon bêta sur 180 fois la surface de la Terre. Et pour le troisième, c'est pareil. Gamma sur 180 fois la surface de la Terre. Et ça me donne quoi? Ben, si on regarde sur la sphère qui est ici, quand j'ai pris cette proportion ici, là, plus la proportion qui correspond à B, plus la proportion qui correspond au point C. Hein. Alors j'ai réussi à couvrir toute la surface de la Terre sans problème. Sauf que le triangle ici, il apparaît dans le premier fuseau, dans les deux premières tranches d'orange. Le triangle, il apparaît à nouveau dans les deux tranches correspondant à B. Et le triangle, il apparaît à nouveau dans les deux tranches correspondant au troisième point. Donc le triangle, il est compté plusieurs fois. Il est compté plusieurs fois. Il est compté pour chacun des angles. La surface du triangle apparaît pour chacun des angles. Donc, je ne sais pas, je vais appeler ça un triangle, hein, on m'a dit. La surface du triangle, elle apparaît ici, elle apparaît là, et elle apparaît là. Alors, comme c'est la Terre, si on regarde ce triangle ici, ben, on a exactement le même de l'autre côté. Donc, quand je dis que j'ai récupéré le triangle dans chacune des trois fois, en fait, j'ai récupéré deux fois chacune des trois fois. Donc, j'ai 6 fois la surface du triangle qui va apparaître ici, par rapport à la surface que j'ai calculée. Cette surface-là, ben, si on fait le compte maintenant, je vais faire apparaître alpha plus bêta plus gamma avec une certaine proportion. Et puis, ça va me faire apparaître la surface du triangle. C'est-à-dire que, si on finit le calcul, ça va apparaître sans problème. Mais le défaut que j'ai ici, 90 plus 90 plus 90, il apparaît parce que la surface de mon triangle est très importante. La surface du triangle est très importante. Donc, le défaut par rapport à 180, passer de 180 à 270, c'est quand même pas mal. Le défaut apparaît parce que c'est un triangle qui est très important et que je ne peux pas aplatir a priori, que je n'arrive pas à aplatir a priori. Maintenant, si j'en prenais un tout petit ici, bah celui-là, je n'aurais aucun problème pour l'aplatir et pour constater que ça fait 180 degrés. Bon, si on veut une formule exacte, il faut passer en radians. Donc, au lieu de marquer alpha sur 180, ce sera alpha sur pi fois la surface de la Terre, plus bêta sur pi fois la surface de la Terre, plus gamma sur pi fois la surface de la Terre. Tout ça, ça fait la surface de la Terre, on a dit, plus le triangle qui apparaît 2 fois dans chaque secteur. Donc 6 fois la surface du triangle. 6 fois la surface du triangle, ça c'est parce qu'il apparaît dans tous les secteurs, dans tous les fuseaux. Et pour faire la surface de la Terre, on en a juste 2 qui sont utiles. Donc finalement, il y a 4 fois la surface du triangle qui est en trop quand on a fait cette somme ici. Donc maintenant, si on écrit le résultat, eh ben, pour récupérer alpha, bêta, gamma, il suffit de multiplier par pi sur t. Donc alpha plus bêta plus gamma est égal à pi sur t fois t, ça fait pi. Donc ça, c'est les 180 degrés, plus les 4s qui sont ici, les 6s moins 2s, ça fait 4s, multiplié par pi sur t, ça fait 4 pi s sur t. Si on remplace la surface de la Terre par 4πr2, qui est la surface d'une sphère de rayon R, on voit qu'on va faire apparaître le triangle par rapport à R au carré, qui est énorme. Donc il faut vraiment que le triangle soit grand pour qu'on réussisse à voir la différence par rapport au pi qui est ici, qui fait 180 degrés. Donc cette demande à propos des parallèles, c'est quelque chose qui a suivi son petit chemin dans l'histoire des mathématiques, puisque tous les mathématiciens qui apprenaient les mathématiques tombaient sur cette demande et se disaient c'est pas possible, il faut le démontrer à partir des cas précédents, quoi. Donc ils ont essayé tout au long des siècles des démonstrations directes, des démonstrations par l'absurde.
Et il a fallu attendre le 19e siècle pour que ça se termine. Il y a plein de mathématiciens célèbres qui sont passés dessus. Il a fallu attendre le 19e siècle, 1830. C'est un Russe qui s'appelle Lobachevsky, qui est dans une période, il faut se replonger dans la période de l'histoire correspondante. On a quand même, par exemple en France, on a coupé la tête à un roi. C'est quelque chose qui était quand même assez inhabituel, disons. Et donc le dogme qui consistait à essayer à tout prix de démontrer cette cinquième demande est quelque chose qu'on pouvait se permettre de remettre en question à cette époque-là, quoi. Et donc Lobachevsky imagine que, en fait, non, on peut choisir autre chose que la droite parallèle unique. On peut essayer plusieurs ou on peut essayer aucune. Lui, il essaye plusieurs et il trouve que la géométrie marche bien. Alors, depuis, on a trouvé des modèles, des représentations, un petit peu comme ici. Ici, on représente une géométrie dans laquelle ça ne marche pas. La cinquième demande d'Euclide ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de parallèle à la surface de la Terre. Il n'y a pas de parallèle parce que deux grands cercles se coupent toujours en deux points diamétralement opposés. Donc, il n'y a pas moyen de trouver la parallèle qui passerait par, etc., puisque de toute façon, les parallèles, ça n'existe pas au niveau de cette géométrie à la surface de la Terre. Lobachevsky, lui, il s'intéresse plutôt à de la géométrie dans laquelle il y aurait plusieurs parallèles. Donc, c'est ce qu'on a. On a ici un modèle à l'intérieur d'un disque, un modèle de géométrie comme ça, où, en fait, le segment qui joint ces deux points, ici, par exemple, c'est en fait un arc de cercle. Donc, on est à l'intérieur d'un disque, et ici, on a un arc de cercle qui est celui-là, qui arrive ici perpendiculairement au bord, et de l'autre côté aussi, il arrive perpendiculairement au bord. Donc, c'est un cercle dont le centre est porté par le rayon ici qui est perpendiculaire à celui-là, donc il est tangent au cercle ici, il est tangent au cercle de l'autre côté, et si bien que quand on va tracer les deux tangentes, on va trouver un centre qui est en dehors de l'univers dans lequel on travaille. Donc, à part les diamètres, tout le reste, ça va être des arcs de cercle comme ça qui sont perpendiculaires au bord de l'univers dans lequel on est, quoi. Et alors, ça donne une géométrie un petit peu curieuse parce que si on regarde par rapport au centre, ici, donc on va peut-être marquer ici le centre, autour de ce centre, il va y avoir ce qu'on appelle des triangles équilatéraux aussi, mais avec une autre géométrie. Ici, j'ai un sommet. Ici, j'ai un sommet. Et en fait, c'est cette chose-là ici, un arc de cercle qui est la droite locale, un segment ici, un segment ici. Donc les trois droites locales ici sont de même longueur. Et ça fait ce qu'on appelle un triangle équilatéral. Alors ici, je vais avoir la même chose, la même situation. Encore la même ici. J'ai un triangle ici, qui est un triangle équilatéral. Et je suis en train, autour du centre de l'univers, là, je suis en train de placer un certain nombre de triangles équilatéraux. Et c'est assez atypique par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, parce que on en trouve 7 triangles équilatéraux autour du sommet qui est ici. Si on essaye de faire la même chose en géométrie euclidienne, a priori, on peut mettre 6 triangles équilatéraux autour d'un sommet. Et si on essaye d'en mettre un 7e, eh ben, on a un mal de chien et on obtient quelque chose d'un peu catastrophique, il faut bien dire. Et on ne réussira pas à mettre les 7 triangles équilatéraux autour d'un sommet. Donc on a une situation un petit peu différente, disons, dans laquelle il y a effectivement plusieurs parallèles. Donc on se place dans la situation, par exemple, on prend le point vert ici. On a ici une droite. Cette droite-là ne rencontre pas la droite qui passe par les deux roses et rouges, là, ces deux-là ici. Donc ici, j'ai une droite qui ne rencontre pas celle-là. Mais si je regarde rose et vert, disons, j'ai aussi une droite qui passe par le rose, là. Donc ici, j'avais une droite qui ne rencontre pas ni celle-là, ni celle-là. Et pourtant, ces deux-là sont en train de passer par ce point-là. Donc, je me trouve dans la situation d'avoir une droite, un point situé en dehors de la droite, une première droite qui ne rencontre pas celle-là, qui est donc parallèle, une deuxième droite qui ne rencontre pas celle-là, qui est donc parallèle. Donc, j'ai deux droites parallèles à celle-là qui passent par le même point. Donc, je suis dans une situation qui n'est pas la situation décrite par la cinquième demande d'Euclide.
Et c'est ce qui explique qu'on se retrouve avec 7 triangles équilatéraux ici, autour du sommet. Alors bon, les géométries non euclidiennes, c'est quelque chose qui a un statut définitif depuis 1900, parce qu'il y a un mathématicien français qui s'appelle Poincaré, qui a mis un point final à l'histoire, en disant, si on réussissait à démontrer que cette géométrie-là n'est pas bonne, ça prouverait en même temps que la géométrie d'Euclide n'est pas bonne. Donc si les géométries non euclidiennes contiennent un défaut, qu'on n'a pas encore trouvé et qui va se trouver peut-être dans quelques années, eh ben, le défaut rejaillit sur la géométrie euclidienne, et inversement. Elles ont exactement la même valeur logique. On peut travailler aussi bien en géométrie euclidienne qu'en géométrie non euclidienne. Alors pour voir un petit peu la différence entre les deux types de géométrie, on peut regarder le problème du jardinier. Le problème du jardinier, c'est, on suppose qu'on a un jardinier qui veut planter des arbres, et qui veut les planter, pas alignés tous ensemble, mais il veut quand même que chaque fois qu'il y en a deux qui sont alignés, on puisse trouver, dans le lot des arbres qu'il a plantés, un troisième aligné avec les deux premiers. J'en prends deux quelconques. Il y a toujours un troisième qui est aligné avec ces deux-là. Hein, deux arbres quelconques dans son ensemble doivent créer une droite dans laquelle il se trouve au moins un troisième arbre. Mais il ne faut pas qu'ils soient tous alignés sur la même droite. Alors, est-ce qu'on peut trouver une situation avec quelques arbres ou avec beaucoup d'arbres, ou est-ce qu'on est obligé d'avoir une infinité d'arbres pour réussir à avoir une situation de ce type-là? Quelle est la quantité de travail pour le jardinier, quoi, disons. Alors, sur le plan, ça mérite réflexion, ça vaut la peine d'y passer un petit moment. À la surface de la Terre, par exemple, ici, si on prend ces 3 points et les 3 de derrière, il n'y a pas besoin de prendre les 3, sinon il suffit de 5, en fait, mais disons qu'on prend les 3. Chaque fois qu'on en a 2, n'importe lesquels, eh ben, il y en a un troisième, ici, avec lequel ils sont alignés. Donc avec seulement 6 arbres à la surface de la Terre, on réussit effectivement à vérifier, à régler le problème du jardinier, quoi, disons. À la surface du plan, classique, feuille de papier, les choses sont beaucoup plus compliquées pour essayer de trouver une situation finie, ou même une situation tout court, pas forcément finie, dans laquelle effectivement cette propriété soit vérifiée. Donc ça fait une grosse différence entre les types de géométrie, disons.